Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Récemment, vous m'avez demandé de réagir à une des nouvelles vidéos de Caroline Rowe, qui est comment réussir son rééquilibrage alimentaire en 10 conseils. Donc vous savez que je suis contre les rééquilibrages alimentaires en temps normal. Mais vu que vous m'avez demandé de réagir à cette vidéo, je me suis dit que ça serait peut-être pas mal de vous expliquer peut-être le pourquoi du comment est-ce que je suis ou non d'accord avec peut-être certains des conseils qu'elle va donner, en sachant bien évidemment que là le but ce n'est pas de confirmer la mise en place d'un rééquilibrage alimentaire, parce qu'un rééquilibrage alimentaire sur le long terme c'est voué à l'échec et ça va vous conduire mine de rien à détraquer votre comportement alimentaire, ce qui sur le long terme risque de vous faire prendre du poids, voire de vous faire tomber dans des troubles du comportement alimentaire. Donc là c'est surtout pour voir s'il y a des conseils qui peuvent être bons à prendre hors contexte de rééquilibrage alimentaire et voir pourquoi est-ce que certains conseils sont peut-être à éviter. Donc si vous n'aimez pas les vidéos React, si vous n'aimez pas le principe de ce genre de vidéo, coupez la vidéo, arrêtez de regarder ce genre de vidéo, arrêtez de vous faire du mal. Je fais une vidéo par jour jusqu'au 31 décembre de l'année 2020, donc vous avez un large panel. Je ne fais pas tout le temps des vidéos React, donc vous pouvez éventuellement regarder d'autres vidéos, des vidéos que vous n'avez peut-être pas encore vues, parce que je sais que quand vous arrivez en cours de route, vous n'avez pas forcément le temps de regarder toutes les vidéos que j'ai fait depuis le début. Et pour les personnes qui arriveraient sur cette vidéo sans me connaître, je m'appelle Cindy Gagnol, je suis diététicienne comportementaliste spécialisée dans les troubles du comportement alimentaire. J'ai été formée par l'association du GROS, le groupe de réflexion sur l'obésité et le surpoids. J'ai longtemps pu mettre en place sur moi-même et sur mes patients des rééquilibrages alimentaires qui sur le long terme m'ont conduit à avoir moi aussi des troubles du comportement alimentaire. C'est pour ça que l'analyse que je vais faire dans cette vidéo va reposer sur mon avis personnel et professionnel que je pourrais donner si jamais on est en train de regarder la vidéo ensemble. Le but étant que vous puissiez prendre du recul quand vous regardez ce genre de vidéo. Donc, c'est parti. Petit disclaimer rapide parce qu'il y en a énormément qui font l'amalgame. Je ne donne pas de conseils, donc mes conseils ne sont pas à suivre dans le cadre de troubles du comportement alimentaire ou si jamais vous avez une relation avec la nourriture qui est non saine. C'est-à-dire que même pour les conseils pour le sport ou pour tout ce que je peux te dire sur ma chaîne, je ne suis pas formée en troubles du comportement alimentaire. Je n'ai pas toutes les connaissances psychologiques qu'il peut y avoir et qui sont nécessaires à avoir à côté pour ce type de cas. Et si jamais c'est ton cas, je te conseille vivement d'aller te rapprocher du domaine médical, donc de véritables professionnels qui sauront t'encadrer. Parce que si tu penses pouvoir gérer le problème seul ou à base de vidéos YouTube, je pense très vivement que c'est faux. Et pour moi, la nourriture n'est pas forcément la source des maux et c'est très souvent beaucoup plus profond, beaucoup plus loin. Et dans ce cas-là, on parle vraiment de tout un accompagnement qui soit mental, psychologique. Alors je suis contente qu'elle ait fait ce petit disclaimer parce que je suis d'accord avec elle, c'est important d'aller se diriger vers le milieu médical et de ne pas que se référer à des vidéos qu'on peut regarder sur YouTube, parce que tout simplement les vidéos sur YouTube, même celles que moi je peux faire, elles ne sont pas personnalisées. Donc qui dit vidéo non personnalisée dit que c'est peut-être pas non plus la meilleure façon de pouvoir se sortir de son trouble du comportement alimentaire. Par contre, la chose sur laquelle je vais moi attirer votre attention, c'est que même si vous n'avez pas des troubles de comportement alimentaire en tant que tel, si vous ne pensez pas avoir des troubles du comportement alimentaire, faire un rééquilibrage alimentaire, personnellement, c'est ce qui, moi, m'a conduit à avoir des troubles du comportement alimentaire. C'est ce qui a conduit énormément de mes patients à avoir un trouble du comportement alimentaire. Donc, j'attends de voir les conseils qu'elle va prodiguer dans cette vidéo, mais dites-vous que quand je dis que je suis contre, c'est pas juste histoire de dire que je suis contre. C'est que derrière ça, j'ai pu vivre et mes patients ont pu vivre des situations qui font qu'aujourd'hui, elles ont du mal à retrouver un comportement alimentaire normal. La première chose que je vais évoquer, c'est la différence entre un rééquilibrage alimentaire et un régime. Bien que le mot régime, et ça je l'ai dit très souvent dans mes vidéos YouTube, vous ne le voyez pas mais il y a une grosse mouche sur V. Veux-tu bien laisser ma communauté? Je disais, le mot régime en fait c'est ni une insulte ni un mot, à consonance péjorative. Un régime n'est pas une restriction, un régime ce n'est pas calorique. Un régime, le mot régime à la base c'est un mode d'alimentation, tout simplement. D'où les régimes végétariens, les régimes paléo, etc. etc. C'est pas un mot qui a un but
but esthétique. Voilà. Dans ma question, quelle différence avec un régime? Là, pour le coup, je vais parler de régime restrictif, donc régime qui ont pour but la perte de poids. Alors je suis d'accord avec elle sur le principe que régime à la base ça veut pas dire restriction, ça veut juste dire mode alimentaire. Donc là je fais juste que répéter ce qu'elle vient de dire, hein. Mais on va avoir le régime sans résidus, le régime sans lactose. En fait dans les études que moi j'ai pu faire, le mot régime signifiait le mode alimentaire en rapport avec une pathologie. Ça signifie tout simplement que la personne a un mode d'alimentation très particulier par rapport à ce qui est fait normalement. Et c'est vrai que ça par exemple c'est la nuance que je vais pas forcément faire parce que moi je parle en général que de régime restrictif, de régime hypocalorique, hyperprotéique, ce genre de choses, et je parle pas forcément de régime végétarien, de régime végétalien ou ce genre de choses, donc je trouve ça cool qu'elle ait pu l'expliquer dans sa vidéo, histoire de remettre les choses en place. Après je sais pas de quoi elle va parler au niveau du rééquilibrage alimentaire, mais pour moi un rééquilibrage alimentaire c'est quand même un régime restrictif. Dans le rééquilibrage alimentaire aussi, j'estime qu'il n'est pas question de compter quoi que ce soit. Tu vas prendre conscience de ce que tu manges, tu vas adopter des habitudes alimentaires, mais il n'est pas question de compter par rapport aux kilocalories et donc encore une fois par rapport à un objectif physique. Tu peux avoir cela dit de belles surprises au niveau physique. Ça c'est important aussi ce qu'elle est en train de dire parce que clairement le rééquilibrage alimentaire, en tout cas quand on va demander un rééquilibrage alimentaire chez une diète, on va rarement donner juste les aliments qu'il faut manger au cours de la journée. C'est-à-dire qu'en règle générale, il y a le menu prédéterminé avec le nombre de quantités que tu dois consommer le matin, le midi, éventuellement à la collation et le soir. Donc en effet, dans ce genre de circonstances, les patients n'ont pas à compter le nombre de calories. Par contre, c'est la diététicienne qui l'a fait en amont pour eux, en leur faisant un menu type qu'ils doivent suivre plus ou moins à la lettre. Et là où pour moi, j'estime qu'il y a de la restriction, c'est dans le fait que quand on va suivre ce genre de plan alimentaire, le problème c'est qu'à aucun moment on est à l'écoute en fait de notre corps. On peut être à l'écoute de notre corps, mais très souvent, et pour l'avoir vécu, je pense être plutôt bien placée pour pouvoir en parler, quand on fait un rééquilibrage alimentaire et qu'on veut s'y tenir et que le but c'est de pouvoir en tout cas perdre du poids, parce que je pense qu'on est quand même une grande majorité à vouloir entamer un rééquilibrage alimentaire, non pas pour manger sainement, mais dans un but de perte de poids, on va vouloir s'y tenir à la lettre, sans chercher à savoir, est-ce que là, le midi, j'ai réellement faim, est-ce que j'ai besoin de sauter ou pas le repas par rapport à ce que mon corps est en train de me dire, est-ce que là, si j'ai plus envie de manger des féculents plutôt que des légumes, est-ce que je suis vraiment obligée de manger les légumes? Bah oui, je suis obligée de manger les légumes parce qu'il faut manger 5 fruits et légumes par jour. Enfin, vous voyez, en fait, la restriction, ça va être que on va s'interdire de faire ce que notre corps nous pousse à faire. Notre corps, il faut savoir qu'il n'a pas besoin d'un équilibre alimentaire à chaque repas, à chaque journée. L'équilibre alimentaire se fait sur des semaines, parfois même sur des mois. Donc c'est pas parce que vous allez manger une journée que des féculents que ça va forcément être dramatique pour la santé de votre corps. C'est juste que vous serez boosté en glucides, mais le lendemain, peut-être que vous aurez plus envie de manger des légumes ou des protéines, ou que sais-je. Et par rapport à cette histoire d'alimentation santé, c'est aussi pour ça que je préconise, et dans mes vidéos, et chez les patients que je vois, de manger le plus diversifié possible, de pas hésiter à goûter à des nouveaux aliments. Mais bon, ça en général, on n'en parle pas vraiment au début du suivi, parce qu'au début du suivi, c'est vraiment le cadet de nos soucis. Il y a d'autres choses en priorité à gérer que de chercher à manger diversifié. Mon premier conseil, ça va être d'avoir des protéines à chaque repas. Si tu es vraiment débutante en alimentation, tu vas me dire ouais mais je sais pas où sont les protéines. Alors là ça va être très simplement de la recherche personnelle. C'est-à-dire que moi, Rudy, il me demande très souvent par exemple, est-ce que là il y a des protéines, est-ce que c'est un aliment que tu peux considérer comme protéiné, etc. Si tu as ton téléphone à côté, tu regardes les macros par exemple de ton aliment que tu as devant toi, tu regardes le macro principal et tu vois dans quelle catégorie de macro il rentre, et donc est-ce que c'est des protéines, est-ce que c'est des glucides, est-ce que c'est des lipides. Mais il est mine de rien très important d'adopter des bons petits réflexes. En temps normal, je ne considère pas ça primordial d'avoir des protéines à chaque repas. Là, vu que je pense qu'elle a aussi une chaîne sportive, je pense qu'elle s'adresse principalement du coup à sa communauté, mais je pense que du coup, si on devait parler, je pense que le titre ça aurait peut-être pas dû être le rééquilibrage alimentaire, mais peut-être un rééquilibrage alimentaire dans le but de pouvoir... Enfin, je pense qu'elle aurait peut-être dû le mettre dans sa deuxième vidéo pour perdre du gras et prendre du muscle ou je sais pas quoi. Mais en temps normal, on est bien d'accord qu'il n'est pas indispensable de manger des protéines à chaque repas et même voire tous les jours. Je suis pas végane, mais je le précise quand même, qu'on ne trouve pas des protéines que dans les produits
provenant des animaux, parce que c'est souvent aussi le raccourci qu'on fait. Autre point par rapport aux protéines, il n'est pas du tout nécessaire, parce qu'on entend encore beaucoup parler de cette fameuse fenêtre anabolique, comme quoi tu devrais absolument manger tes protes juste après ton entraînement, dans l'heure après ton entraînement. Ça, c'est une idée qui est révolue, qui a été revue et qui est fausse. En réalité, la fenêtre anabolique du corps humain, elle est de 24 heures et pas du tout d'1 heure après ton training. Donc ne t'enquiquine pas à absolument penser à manger des protes juste après ton training. Du moment que tu as ton quota dans la journée, il n'y a aucun souci. Au niveau des chiffres, de la quantité de protéines, etc., pour moi, ça ira dans la seconde vidéo. Je suis d'accord avec elle sur le fait de ne pas vouloir se limiter à manger des protéines qu'à partir d'un certain moment, genre les entraînements, mais même là, au cours de la journée, il n'y a pas d'obligation de manger forcément des protes au cours de la journée. L'équilibre alimentaire se fait sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Pourquoi depuis très jeune on vous rabâche qu'il faut absolument manger des légumes très souvent et que ça doit faire, on va dire, la majeure partie de ton assiette? Premier point, parce que les légumes, c'est la principale chose qui vont t'apporter tous les micronutriments. Tout ce qui est issu brut de la terre, c'est ce qui t'apporte les micronutriments qui sont indispensables à ton corps. Autre point, les légumes, c'est ce qui va t'apporter aussi énormément de fibres. On en parle très souvent. Vous savez qu'il y a 1 an ou il y a 2 ans, j'ai sorti tout un guide, le Perfect West, que je vous ai offert aussi pendant la promo de l'application, sur le microbiote. Les fibres, c'est en partie ce qui va réguler tout ton système intestinal, c'est ce qui va réguler ton microbiote, permettre le bon fonctionnement en fonction de la qualité des fibres aussi, permettre le bon fonctionnement de ton microbiome microbiote. C'est ce qui va te permettre d'éviter les ballonnements, les maux de ventre, d'avoir une bonne digestion, d'avoir une évacuation naturelle. Comment appeler ça? D'aller aux toilettes correctement, mais aussi d'avoir une meilleure assimilation de certains nutriments, micronutriments que tu peux consommer dans d'autres aliments. Les fibres, c'est extrêmement important. Vitamines, micronutriments, tout ça, c'est dans tes légumes. Petite parenthèse, car je l'avais dit dans une de mes stories Instagram d'ailleurs, si vous ne me suivez pas, c'est le moment. Tous les jours, je vous donne quelques petites infos. Quand il m'arrive de voir un truc et de penser à un truc, je me dis tiens, faut que je leur dise ça. Contrairement à YouTube, je peux partager avec vous tous les jours sur certains sujets. Et dès que je pense à un petit truc à vous dire, je vous le dis sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me rejoindre. Et oui, quand je vous avais dit ça en story, il y en a beaucoup qui étaient extrêmement étonnés, voire qui se sont sentis trahis. Les légumes, si on devait les intégrer, si on devait les ranger dans un macronutriment, protéines, glucides ou lipides, les légumes sont bel et bien des glucides. Alors attention, parce que j'en vois venir certains en disant « Oulala, les glucides, horreur, machin ». Pas du tout. Déjà, il t'en faut bien évidemment des glucides et les légumes sont clairement parmi les meilleurs glucides que tu vas pouvoir trouver dans ton alimentation. Si tu prends 100 g d'haricots verts, tu vas avoir très peu de glucides. Mais ça reste le macronutriment principal. Tu peux pas le ranger dans les protéines, tu peux clairement pas le ranger dans les lipides qu'il y a dans les haricots verts. Donc les légumes, pour la plupart, sont considérés comme des glucides. C'est pas une information qui est indispensable pour un rééquilibrage alimentaire, mais c'est juste voilà, une petite info si tu ne le savais pas. Et ça ne veut pas dire qu'à côté des légumes, parce que mine de rien c'est une faible quantité de glucides pour 100 g comme je le disais, ça ne veut pas dire qu'à côté des légumes tu ne dois pas manger de glucides, t'ajouter de glucides. Alors je suis d'accord sur ce qu'apportent les légumes du coup dans une alimentation lambda. J'allais dire dans un rééquilibrage alimentaire, mais on mange pas des légumes que pour un rééquilibrage alimentaire. Même si très souvent on a un peu associé les légumes au rééquilibrage alimentaire, ce qui fait que très souvent quand on vient d'un rééquilibrage alimentaire, on a un petit peu parfois les légumes en aversion, parce qu'on a l'impression de refaire un régime, de refaire attention à ce qu'on est en train de manger. Alors que pas du tout, hein. Manger des légumes, on est bien d'accord que c'est important pour notre santé, c'est important pour notre corps. Mais là, pareil, c'est pas parce que vous en mangez pas un repas, c'est pas parce que vous en mangez pas sur une journée que c'est dramatique. Oui, les légumes, c'est bon. Mais c'est comme tout, en excès, même les légumes peuvent être mauvais pour la santé. Donc juste, on mange des légumes, on continue à diversifier son alimentation. On essaye de goûter parce que ça nous apporte des vitamines, des minéraux qui peuvent être divers et variés selon les légumes qu'on est en train de manger. Mais à aucun moment, vous n'êtes obligé de manger tous les jours, à chaque repas, des fruits ou des légumes. Conseil numéro 3. Si jamais tu as un petit peu de mal à gérer ta gourmandise, je crois que c'est en Asie, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est en Asie où ils fonctionnent comme ça au niveau de l'alimentation. Ils mangent jusqu'aux 3/4 de leur satiété et ils s'arrêtent très légèrement avant pour 2 raisons. Premièrement, ton cerveau, il met du temps à assimiler que tu n'as plus faim, à avoir l'information de la satiété. Tu mets beaucoup de temps. Et aujourd'hui, dans notre société, on mange très rapidement pour la plupart. Moi, j'ai la chance de pouvoir
manger chez moi, donc ce n'est pas le cas, mais je comprends bien que 90% d'entre vous, soit vous mangez au bureau, soit à l'extérieur, etc. Et vous avez une très très courte pause déj. Ça a été mon cas aussi pendant 6 ans. Moi à l'époque c'était même encore pire parce que ma pause déj, je pouvais même pas vraiment la prendre, fallait quand même que j'accueille les clientes qui rentraient ou que je réponde au téléphone. Enfin bref, ma pause déj était tout le temps coupée, c'était un bordel pas possible et je sais que c'est le cas d'énormément de gens qui bossent soit dans le commerce, soit dans les bureaux, bref. Tout ça pour dire que si ça se trouve, ton corps a déjà reçu suffisamment au niveau bol alimentaire, au niveau quantité alimentaire, mais ton cerveau n'a pas le temps de t'envoyer l'information parce que tu as mangé hyper vite. Si jamais tu es très gourmande et que tu as tendance à vouloir absolument à chaque fois finir ton assiette, des choses comme ça, je te conseillerais de t'arrêter aux 3/4 de ta satiété. On va dire juste avant le moment où t'en peux plus, où t'es gavé, où tu sens que t'es... Là, tout dépend de ce qu'elle va mettre derrière le mot satiété. Si vous êtes sur la chaîne depuis un petit moment, vous savez que la satiété, c'est le fait de ne plus avoir faim, de ne plus avoir de sensation physique de faim. Donc ça arrive vraiment au bout de quelques bouchées. Parfois, au bout d'une bouchée, vous pouvez éventuellement ressentir que vous êtes au point de satiété. Et je vous avais expliqué dans d'autres vidéos aussi, et si c'est pas le cas, que vous n'avez pas encore vu, je vous laisse faire un petit tour sur la chaîne pour voir les vidéos dans lesquelles j'en parle. Quand on arrive au point de satiété, le repas, il se termine pas là. Parce que même si on n'a plus la sensation de faim, on a encore l'envie de manger. Et en fait, le repas, il s'arrête au moment où l'on est rassasié. Le rassasiement, c'est le moment où l'on n'a plus envie de rien. Selon les personnes, ça va arriver avant que l'estomac soit rempli, au moment où l'estomac est rempli, et parfois ça peut arriver après que l'estomac soit rempli. Dans ces cas-là, en général, soit la personne va s'arrêter parce que l'estomac est plein, avec la frustration de ne pas pouvoir continuer, soit la personne va avoir un trouble du comportement alimentaire, et dans ces cas-là, va chercher plutôt à aller se faire vomir pour pouvoir continuer de manger et enfin réussir peut-être à se rassasier. En temps normal, le rassasiement, il est censé arriver avant que l'estomac soit entièrement rempli. Donc ça correspondrait en fait avec cette histoire de s'arrêter aux 3/4 de satiété. Mais le but, c'est de pas de le faire de manière contrôlée en se disant bon bah là j'ai encore de la place dans mon estomac, je m'arrête, et d'être quand même encore frustré parce qu'on n'a pas pu vraiment arriver au rassasiement. Mais de pouvoir travailler sur son comportement alimentaire et faire en sorte que le rassasiement puisse arriver plus tôt que ce qui peut arriver éventuellement là au moment où vous êtes en train de regarder la vidéo. Conseil numéro 4, ça va être sur le sujet de manger ses émotions. Je vais donner mon avis, cela dit, j'estime qu'il y a des experts parce qu'on arrive, on va dire, domaine du trouble du comportement alimentaire, donc je ne vais pas m'étaler, je ne veux pas m'étaler. Par contre, s'il y a 2-3 choses que je peux dire de par mon expérience, donc là je vais parler en termes de témoignage, je te conseille de te poser quelques questions avant de foncer dans ton frigo, et notamment des questions basiques du type est-ce que j'ai réellement faim? Pourquoi est-ce que j'ai envie de manger? Et est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Alors là, j'en profite juste, c'est juste parce que je l'ai en tête et que j'ai pas envie de passer à côté de ça. Là, quand vous ressentez le besoin de manger et que ça peut être lié à une émotion, la première question à se poser en fait, c'est pas est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai envie de manger? C'est de quoi est-ce que j'ai envie de manger? Parce qu'au final, de savoir que vous avez faim ou que vous avez envie de manger, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, soit il y a le besoin du corps au niveau calorique à cause de la faim, soit il y a le besoin du corps d'un point de vue réconfort par rapport à l'émotion qui vient avec l'envie de manger. Donc dans ces deux cas, dans toute façon, il va falloir manger pour pouvoir faire en sorte de ne pas être frustré et que ça se finisse pas en compulsion derrière ou en perte de contrôle totale. Donc là, le but, c'est juste de se poser la question de quoi est-ce que j'ai envie comme aliment. Et c'est au moment où vous posez cette question que là, la réponse va être un peu déterminante. Soit vous avez un aliment précis en tête et dans ces cas-là, choisissez l'aliment que vous aviez en tête. Soit vous n'avez aucun aliment en tête, vous avez juste envie de manger pour manger. Là, il est encore temps éventuellement de vous poser les questions parce que à ce moment-là, votre cerveau, il n'a pas trouvé la solution. C'est juste vous qui avez fait un raccourci, votre cerveau qui a peut-être fait un raccourci en se disant là ça va pas, il faut que je mange. Mais ça peut très bien que ce soit de la soif, juste qu'il soit pas bien interprété et que du coup inconsciemment vous ayez eu le réflexe de vous dire j'ai besoin de manger, alors que pas du tout. Soit de se dire que là il y a une émotion, le corps, le cerveau a pas encore eu le temps de réfléchir à comment faire pour faire en sorte de réguler l'émotion à l'intérieur et d'envoyer l'envie de manger et envoyer l'envie sur un aliment spécifique. Là, le but c'est de pouvoir se dire qu'est-ce que je ressens et de quoi est-ce que j'ai besoin en fait. Est-ce que j'ai besoin de nourriture? Est-ce que j'ai besoin d'amour? Est-ce que j'ai besoin de sécurité? Est-ce que j'ai besoin de zénitude? Enfin, voilà, de pouvoir se poser toutes ces questions-là, mais
Une fois que vous avez un aliment dans le collimateur, ça sert à rien de se poser 10 000 questions, que ce soit avant ou après. Si on se pose une question, c'est quelques temps après, en essayant de revenir dessus, en essayant de comprendre le pourquoi du comment. Quand il y a une envie de manger un aliment précis, le cerveau, il a déjà trouvé la solution. Donc ça va finir en compulsion si vous posez des questions avant et si vous cherchez à modifier un petit peu ce comportement-là. Si notre corps est hyper déréglé par l'abondance alimentaire qu'on peut avoir aujourd'hui et par nos mauvaises habitudes, il a quand même des réflexes qui fait qu'il sait quand est-ce qu'il a besoin d'énergie et quand est-ce qu'il n'en a pas besoin. Quand tu manges tes émotions, tu penses avoir faim, tu penses avoir besoin de manger, mais tu n'as pas réellement les indicateurs qui te disent que ton corps a faim. 3 questions rapides, tu te demandes, est-ce que j'ai réellement faim ? Est-ce que je mange parce que je suis contrariée, parce que je suis stressée, parce que j'ai eu une mauvaise nouvelle, parce qu'on m'a saoulée? Et est-ce que c'est la meilleure solution pour moi? Est-ce qu'au final, ça va pas m'apporter quelque chose, un sentiment négatif? Parce que quand on mange ses émotions pour l'avoir fait, je sais par expérience que le après est toujours assez dévastateur parce qu'on s'en veut, parce qu'on regrette, parce qu'on se sent sale, on se sent mal, etc., etc. Peut-être penser directement à l'après, aux émotions suivantes que peuvent te dégager le fait d'avoir mangé quand tu étais stressé ou alors que tu n'avais pas faim, te dire est-ce que j'ai vraiment envie de subir? En fait, là, je vais juste préciser un truc et je pense que vous allez me dire de toute façon si vous n'êtes pas d'accord dans les commentaires parce que c'est ce que vous faites d'habitude. Mais cette sensation de se sentir sale après avoir mangé, après une envie de manger émotionnelle, cette sensation d'être coupable, d'être mal parce qu'on vient de craquer, en fait, elle est là parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas manger quand on a des envies de manger émotionnelles et qu'il faut manger que quand on a faim. Et quand on part de ce principe-là, on ne peut que culpabiliser d'avoir mangé. Donc, si on arrêtait un petit peu de dire qu'on ne doit pas manger par envie, mais au contraire qu'on a le droit de manger quand on a envie, déjà, la source de réconfort dont on aurait besoin serait réellement là, après avoir mangé l'aliment. Et ça pourrait, au lieu de nous apporter de la culpabilité et du mal-être, du plaisir et du réconfort en fait dont on avait en fait à la base besoin. 5e conseil, ça va être, je le répète très souvent dans nombreuses de mes vidéos, de placer la majeure partie de tes glucides. Donc là, je parle pas des légumes, je parle vraiment des glucides type le riz. Voilà. Place la majeure partie de tes glucides autour de ta dépense énergétique. Donc là, il va y avoir une toute petite réflexion, c'est de savoir dans ta journée à quel moment tu te dépenses le plus. Si tu as un travail de bureau et que tu t'entraînes une fois par jour, ça va être facile. Tu sais que ça va être le moment où tu vas partir t'entraîner. Mais si tu as un travail tout au long de la journée, comme c'était mon cas, moi par exemple, où je massais beaucoup, j'étais tout le temps debout à faire énormément de... C'était très physique. Tu as un travail très physique donc tout au long de la journée et tu as ton training aussi une fois par jour. Là, au final, ta journée de travail, à titre comparatif, va te demander beaucoup plus d'énergie que ton petit training d'1 heure. Pourquoi adopter ce réflexe? Parce que les glucides te servent principalement, pas que, mais à 90% comme source d'énergie pour ton corps. Or, quand on parle par exemple de cette fausse idée reçue comme quoi les glucides le soir font grossir, c'est parce que dans les médias, ils sont partis du principe que personne ne se dépensait le soir. Donc ils disent que les glucides le soir font grossir vis-à-vis de l'insuline, grosse connerie. Autre point, à contrario, si tu places tous tes glucides dans un laps de temps de ta journée où tu ne te dépenses pas, là en l'occurrence c'est de l'énergie presque en trop pour ton corps qu'il ne va pas consommer. Alors, je suis d'accord et pas d'accord avec elle, d'accord sur le fait qu'elle dit que c'est des grosses conneries, le fait qu'il ne faut pas manger de glucides le soir. Alléluia, j'aime bien entendre ce genre de choses dans ce genre de vidéos. Là, je pars du principe que les personnes qui me regardent sont pas forcément dans le cas des personnes qui vont toutes regarder cette vidéo, mais si vous faites des séances d'entraînement dans la journée ou dans la semaine, le but en effet c'est de manger quand même un petit peu de source de glucides avant ou juste après pour pouvoir renflouer un petit peu le stock de glucides pour votre corps parce qu'il a quand même carburé. Après en temps normal, si vous êtes comme moi et que vous ne faites pas de sport, on est bien d'accord que malgré tout, la prise de poids, elle va pas se faire parce que vous avez mangé trop de glucides, mais parce que vous avez apporté un apport calorique supérieur par rapport à ce que votre corps avait réellement besoin. Donc le problème, c'est pas les glucides, c'est pas non plus les protéines, c'est pas non plus les lipides, c'est juste de se dire que si on a envie de manger des glucides, on en mange, quand on n'a plus envie d'en manger, on s'arrête d'en manger. Et c'est là tout le principe d'être à l'écoute de son corps, de manger quand on a faim ou envie et de s'arrêter quand on est à rassasiement. Parce que c'est comme ça au final que votre corps va être en capacité, lui, d'évaluer les quantités que vous avez besoin en tel ou tel
aliments ou nutriments et à le faire mieux que ce que vous pourriez faire avec votre mental. Conseil numéro 6, et ça rejoint un tout petit peu mon point numéro 1, c'est d'avoir une petite checklist peut-être sur ton frigo ou là où tu l'as à disposition au niveau visuel, de ce qui rentre dans la catégorie des protéines, des lipides et des glucides. Ça va te permettre justement d'en apprendre un petit peu plus sur ton alimentation et savoir que quand tu as besoin par exemple de te faire une assiette, tu te dis ok, les protéines je les ai, les glucides je les ai, les lipides je les ai, un genre de journal de bord où tu coches à chaque fois dans ton assiette si tu as bien tes 3 macronutriments indispensables afin de savoir si ton assiette est relativement équilibrée. Si tu vois que tu as énormément de glucides, pas de protéines, tu te dis ok, bon bah c'est bon. Donc là je pense que vous vous en doutez, parce que je l'ai déjà dit tout à l'heure, je vois pas l'intérêt de chercher à vouloir à tout prix équilibrer chacune de ces assiettes. Vous pouvez très bien avoir envie de manger des légumes un jour et ne pas avoir envie de manger de légumes l'autre jour et plus des féculents. Bref, je vais pas m'étaler parce que j'en ai déjà parlé tout à l'heure dans la vidéo et qu'après ça va faire une vidéo à rallonge. Mais bon, je suis pas spécialement d'accord avec ça. Après, dans un rééquilibrage alimentaire, c'est ce qu'on fait. Mais vu que là, dans cette vidéo, je vous explique que les rééquilibrages alimentaires, c'est pas forcément conseillé d'un point de vue santé, parce qu'à la base c'est quand même là dans le principe de pouvoir avoir une meilleure santé, mais au final sur le long terme ça nous conduit à être en mauvaise santé parce que ça peut nous conduire à des troubles du comportement alimentaire dus à la restriction qu'on peut parfois s'infliger. Le conseil suivant, ça va être au niveau des achats, quand tu achètes des plats notamment pré-préparés ou des choses toutes faites dans les grands magasins. Alors déjà, première chose, je t'avais fait une grosse vidéo sur les étiquettes alimentaires, sur les magasins bio, faire ses courses, etc. etc. Surgelée, je te la remets juste ici parce qu'elle était géniale et elle te résume plein de trucs. Mais ouais, le conseil que j'aurais à te donner, c'est si jamais tu dois manger à l'extérieur ou que tu manges au bureau et que tu penses en tout cas que t'acheter la salade est la solution la plus judicieuse. La plupart du temps, ce n'est pas le cas parce que c'est des salades industrielles. D'ailleurs, il y en avait énormément qui avaient comparé par exemple chez McDo la salade avec un burger et s'étaient rendu compte que la salade était plus calorique avec par rapport à je sais plus quel burger. Et outre les calories, tu as bien évidemment les macros. Et ça va être le conseil que je vais te donner, ça va être de regarder, si tu ne veux pas te casser la tête et pousser trop loin, à regarder le ratio protéines, glucides, lipides. Si tu vois par exemple dans ton plat pré-préparé, dans ta salade ou je sais pas, que les lipides c'est le macro numéro 1, que c'est explosif par rapport aux deux autres, c'est pas hyper judicieux. Ou alors, tu peux te dire, sur le plat suivant, faudra que je fasse... Bon, ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit déjà depuis le début de la vidéo. On est bien d'accord que ce n'est pas parce que vous mangez plus gras, plus de protéines, plus de glucides que sur un repas, voire sur une journée par rapport à une autre que c'est dramatique en soi. Hein. Si c'est un aliment que vous avez envie de manger, quand vous serez arrivé au rassasiement, vous allez vous arrêter de manger et à un moment donné, vous aurez peut-être envie de manger un autre type d'aliment. C'est sûr que si vous prenez tout le temps le même type d'aliment, sans réfléchir à savoir si ça vous fait envie ou pas envie, mais juste parce que c'est pratique à manger, là ça peut en effet être problématique. Mais à partir du moment où vous écoutez votre corps, où vous écoutez ce que vous avez réellement envie de manger et que vous cherchez toujours à être dans la diversité, pas sur la journée, mais au moins sur la semaine ou sur le mois, afin que vous testez de nouvelles choses, déjà, je pense que ça sera bien. Mon conseil suivant va suivre le point précédent. Je vais encore reprendre l'exemple de la salade. Je parle de ça comme du vécu parce que je l'ai fait pendant tellement longtemps. Quand tu as envie de commencer un rééquilibrage alimentaire et tout est chaud, machin, donc tu vas te prendre ta petite salade pensant que c'est la bonne solution. Puis une heure après, tu as tellement la dalle que tu t'enfiles 2 paquets de gâteaux. Tu n'imagines même pas le nombre de fois où le soir, je me suis dit, allez Caro, fais un effort, mange léger. Et puis 2 heures après, j'avais tellement la dalle que je filais dans le frigo et je bouffais n'importe quoi. Parce que là, pour le coup, on est sur de l'alimentation qui est très compulsive. Tu as très faim et tu ne te diriges jamais vers les trucs les plus judicieux, encore moins quand il est 2 heures du mat que tu pètes la dalle. Tu vas pas aller te faire un petit repas. Alors là, je suis assez d'accord avec elle dans le sens où quand on est dans de la restriction calorique, puisque là c'est clairement ça, de la restriction calorique dont elle parle, si vous avez une sensation de faim qui arrive très tôt et que vous vous empêchez à ce moment-là de manger, on est bien d'accord qu'à un moment donné ça va péter et ça va partir en anarchie totale. Après honnêtement, si la réduction calorique elle n'a pas été volontaire, ça m'est déjà arrivé en cabinet, la dernière fois je crois que je l'avais fait en meal prep d'ailleurs, j'avais fait des salades parce que j'avais trop envie de fraîcheur et j'ai voulu faire ma maline, parce que d'habitude les salades je les mange à la maison, donc si j'ai faim, j'ai de quoi manger. Et en fait là le problème c'est que j'ai mangé ma salade le midi, sauf que 2 heures après j'avais faim, j'ai eu faim vachement plus tôt que d'habitude, parce que d'habitude je peux attendre au moins jusqu'à 21h. Et là c'était vraiment trop compliqué et heureusement j'ai mon placard à gourmandise et j'ai complété mon repas avec un ou deux gâteaux je crois.
Mais le but, c'est pas de se restreindre, parce que si vous vous dites, bah là j'ai faim plutôt que d'habitude, mais il faut pas que je mange, c'est pas bien, bah là c'est pas bon, parce que du coup là forcément c'est dans ces moments-là, parce qu'on a envie de manger quelque chose ou parce qu'on a faim et qu'on se restreint, que là du coup, ben on va avoir derrière une compulsion ou un comportement alimentaire qui va être un peu en mode perte de contrôle. Donc si vous avez envie de manger une salade parce que vous aimez les salades et que vous avez tout simplement envie de manger une salade et que vous êtes rassasié après votre salade, mangez la salade, d'accord? Par contre, vous étonnez pas si vous avez faim beaucoup plus tôt que d'habitude. C'est juste qu'à ce moment-là, ça serait peut-être bien de prévoir de quoi grignoter dans le bureau parce qu'on est bien d'accord qu'on va pas faire peut-être un deuxième ou un troisième repas dans la journée, surtout si on est au bureau et qu'on est censé bosser et qu'on n'a pas non plus des pauses à rallonge. Donc vraiment pour moi là le problème c'est pas le fait d'avoir faim, c'est pas le fait d'avoir envie de manger un aliment calorique, c'est tout simplement le fait de se restreindre, de ne pas vouloir manger à ce moment-là parce que c'est pas l'heure ou parce que c'est pas raisonnable par rapport à l'aliment qui nous fait envie. Et pareil au niveau de l'histoire de la salade, si vous vous restreignez et que vous faites une salade de manière volontaire parce que vous avez pas envie de manger calorique parce que vous faites attention à ce que vous êtes en train de manger et que vous évitez tout ce qui va être sucrerie ou tout ce qui va être trop gras, en faisant ça au final vous risquez de vous créer des frustrations, peut-être pas sur le court terme parce que sur le court terme en règle générale on est pompé l'op. Par contre, plus le temps passe, plus ça doit devenir compliqué, les envies vont venir se rajouter les unes aux autres. Et c'est à ce moment-là, en fait, où il risque d'y avoir une compulsion après. Donc, cherchez pas à vous faire une salade dans le but de vous restreindre. Faites une salade parce que vous avez clairement envie du plus profond de votre corps de manger une salade parce que ça vous fait du bien. Mais dites-vous que de toute façon, si vous êtes dans de la restriction, que ce soit au niveau de l'aliment ou au niveau des quantités, dans tous les cas, vous allez le payer avec des compulsions. À un moment donné. Donc mangez quand vous avez faim, mangez quand vous avez envie de manger, mangez l'aliment qui vous fait envie, et c'est tout. Le conseil suivant, ça va être vis-à-vis des faux amis à gérer. Je ne dis absolument pas que ces aliments sont mauvais ou qu'ils sont à supprimer ou machin. C'est juste qu'il faut avoir conscience du truc. Je te prends quelques exemples. Qu'est-ce que j'avais noté? Les yaourts aux fruits, les galettes de riz, les oléagineux, les avocats, les produits végés préfaits. Tiens, d'ailleurs, j'en avais sorti un, on va commencer par là. Ça, par exemple, moi personnellement, je m'en fais de temps en temps. Ça reste occasionnel parce que c'est du, comme vous pouvez le voir, du 100% industriel, mais je m'en fais de temps en temps par facilité parce que j'ai la flemme. Sauf que ici, l'argument principal, c'est que c'est végétarien. Végétarien ne veut pas dire que c'est sain, ne veut pas dire que ce n'est pas Je suis totalement d'accord avec elle là sur ce qu'elle est en train de dire. Parce que toutes les personnes qui pensent que quand on est végétarien ou végétalien, on est comme ça, on continue de manger en fait quand on est végétarien ou végétalien. Enfin, je dis on, enfin, je fais pas partie des végétariens ou des végétaliens, mais c'est juste qu'on a un mode alimentaire différent, quoi. Mais, mais en soi, ces personnes mangent aussi. Hein. Donc quand on voit que c'est pas les protéines qui font grossir, mais que c'est les calories, tout simplement un surplus de calories qui fait que on prend du poids par rapport aux besoins de notre corps, végétarien ou pas végétarien. Donc là, je juge pas du tout les choix que vous faites si vous êtes végétarien ou végétalien. Je dis juste que c'est pas parce que on est dans ce mode alimentaire qu'on mange forcément plus sain ou qu'on mange forcément moins calorique. Ultra transformé ne veut pas dire qu'au niveau des macros c'est intéressant pour vous. Donc checkez quand même au niveau de la longueur de l'étiquette des additifs qu'il peut y avoir. Végétarien ne veut pas dire que c'est sain et que ce n'est pas bourré d'additifs. Et le petit truc en plus, et ça je l'avais fait remarquer comme je le disais tout à l'heure dans ma vidéo sur les étiquettes alimentaires, vraiment allez la voir si vous l'avez pas vu. Il y a écrit source de fibres et au final quand tu regardes derrière c'est surtout que c'est plein de glucides et de gras. Ici au niveau des macros on a 7,6 g de protéines, c'est pour 100 g, 26 g de glucides, 13 g de lipides. Rien de catastrophique en soi, hein, c'est juste que, d'ailleurs je le ressens quand j'ouvre à chaque fois les paquets, c'est emballé dans du plastique. Quand je prends la galette, j'ai les doigts tellement gras et c'est là que tu te rends compte en fait que ton produit est quand même très riche en matière grasse. Donc tu peux en consommer, il n'y a pas de souci. Malgré que je trouve la démarche plutôt cool de nous faire prendre conscience que il y a certains produits industriels qui font un petit peu languille et qui essaient de nous faire voir ce que l'on a envie de voir, mais qui n'est pas vraiment la réalité des choses. Là, moi, ce qui me semble intéressant, c'est plutôt ça. Après, à savoir, est-ce qu'on doit ou pas manger cet aliment-là ou devoir compenser plus tard? On est bien d'accord qu'on ne cherche pas à compenser. Là, c'est juste de l'information, de pouvoir vous dire,
Voilà, si vous avez envie de manger ça, mangez ça. Mais si vous cherchez... Là, je parle notamment aux personnes qui vont chercher, en effet, à manger de manière équilibrée, à faire attention à leurs sources de fibres ou ce genre de choses. C'est vrai que ça peut être bon de pouvoir savoir qu'il ne faut pas se référer à ce qui est dit sur le packaging, sur la devanture du paquet, mais de regarder ce qu'il y a derrière. Après, si vous partez du principe d'être à l'écoute de votre corps et d'être à l'écoute de vos besoins, peu importe, la seule chose sur laquelle vous devez éventuellement faire attention, ou que vous pouvez éventuellement faire attention sans que ça joue trop non plus sur votre comportement alimentaire, c'est sur la liste des ingrédients. Si vous voyez que la liste des ingrédients est hyper longue et que vous essayez de faire attention et de manger peut-être plus sainement et moins transformé, dans ces cas-là, peut-être essayez de vous retourner vers un aliment qui est peut-être moins rempli de produits chimiques en tout genre. Après, l'industriel, parfois, c'est bien quand on a justement la flemme, quand on n'a pas le temps, quand on a juste envie d'un point de vue gustatif de manger ce type d'aliment-là. Ça peut arriver. C'est comme tout en fait. La flexibilité. Ça faisait longtemps que je n'avais pas employé ce mot. La flexibilité. Si, c'est juste que tu dois avoir conscience de te dire ok, là je viens de me faire quand même un truc hyper gras, je vais peut-être pas m'en enfiler 6 dans une journée quoi. Idem pour les avocats et les oléagineux, c'est des aliments qui sont hyper intéressants pour ton corps, on est encore une fois sur du bon gras, des bonnes graisses, mais dans un tout petit bol alimentaire, tu as une forte densité énergétique. Je ne dis pas qu'il faut du coup te restreindre ou en manger moins, c'est juste que voilà, faut en avoir conscience. Par exemple en apéro, je sais pas, tu veux te faire un bol de noisettes ou de différentes noix, faut avoir conscience du fait que ce soit très riche sans que tu t'en rendes compte. Dernier petit conseil de l'épisode 1 de cette vidéo, c'est un petit peu un point bonus qui va un petit peu plus concerner les gens qui font du sport, qui s'entraînent. Je rappelle que les protéines en poudre ne sont ni du dopage, ni toxique, ni quoi que ce soit. Je parle bien évidemment dans le cas d'une protéine en poudre qui soit déjà de une vendue en France et non pas de provenance étrangère parce que là en l'occurrence les règles des produits ne sont pas forcément dans les normes européennes. Les protéines ne sont pas dangereuses, mais ne sont pas non plus un repas. C'est-à-dire que votre repas ne doit pas se composer de votre pauvre shaker de protéines en poudre. Vous allez consommer tout le temps la même chose et vous allez finir par avoir des carences. Ce n'est pas du tout suffisant pour vous faire un repas. À la limite, si vraiment ça doit remplacer quelque chose, je dirais que ça peut remplacer une collation. Mais bien que ce soit absolument pas dangereux, et je comprends pas comment cette idée reçue peut être encore valable aujourd'hui, c'est juste, c'est les mêmes protéines que vous pouvez trouver soit dans le lait, soit dans... après ça dépend la source de la protéine, mais... Là, je suis totalement d'accord avec son dernier conseil, même si, là, clairement, moi, je fais pas des vidéos concernant les sportifs, elle, oui, et je pense que c'est top qu'elle l'ait souligné, et je le ressouligne là, je suis d'accord avec ce qu'elle vient de dire, mais là, ça ne concerne que les sportifs qui ont envie de prendre en muscle, en fait, mais du coup, là, pour ce dernier conseil, personnellement, j'ai rien à rajouter. Donc voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, il y a eu des bonnes choses, des moins bonnes choses, après... Comme je vous l'ai expliqué en début de vidéo, là c'était vraiment tourné vers rééquilibrage alimentaire. Et je pense honnêtement que concernant rééquilibrage alimentaire, c'est le moins pire du pire des conseils qu'on peut éventuellement avoir dans le domaine. Mais de toute façon, vous savez que là le but c'était pas du tout de vous faire partir dans un rééquilibrage alimentaire, bien au contraire vu tout ce que ça peut engendrer. J'espère que là le fait d'avoir pu réagir à certains de ces conseils, ça aura pu éventuellement vous faire comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que partir dans un rééquilibrage alimentaire, ça peut être néfaste sur le long terme pour votre santé ou en tout cas pour votre comportement alimentaire. La priorité, c'est surtout d'écouter son corps et de chercher à diversifier plutôt que de se cantonner à une alimentation qui est tout le temps la même. Donc comme d'habitude, on se revoit demain dans une nouvelle vidéo et en attendant, je vous laisse, si c'est toujours pas fait, liker cette vidéo et vous abonner.